Pour comprendre le mode de fonctionnement d'une grande ville, il faut aller découvrir en coulisses sa force vitale secrète. Des infrastructures très complexes dont des millions de personnes dépendent, mais que peu connaissent réellement. Nous vous emmenons pour un formidable voyage d'exploration au cœur des grandes métropoles internationales. Surnommée le petit tigre d'Asie, elle est en permanence confrontée à des géants pour la suprématie économique dans cette région du globe. Située dans l'ouest du Pacifique, l'île de Taïwan est séparée du continent asiatique par un détroit d'une largeur de 180 km. La ville animée de Taipei en est le centre névralgique. Au nord, le Japon et la Corée du Sud. À l'ouest, la Chine, superpuissance asiatique. Au sud, les économies naissantes de la Malaisie et des Philippines. Taipei est littéralement encerclé de rivaux économiques. Mais un jeune tigre ne manque pas d'agilité, qualité indispensable pour survivre dans cette jungle de dinosaures de la finance internationale. Voici Taipei, le cœur battant du jeune félin. Cette cité abrite 1/10 des insulaires, soit plus de 2 700 000 habitants, pour un pays à la densité démographique parmi les plus fortes du monde. Ceci n'empêche en rien la ville propre et sûre de faire partie des mégapoles modèles. Le niveau d'instruction de sa population y est élevé et le plein emploi y règne. À la pointe de l'architecture, des technologies, de la mode et de la culture, Taipei possède un des niveaux de vie parmi les plus hauts d'Asie. De jour comme de nuit, la ville bat à un rythme trépidant. C'est le seul lieu de Taïwan où l'on peut s'instruire ou jouer 24 heures sur 24. Avec 6 établissements d'enseignement professionnel, 18 universités, quantité de cafés et de librairies ouvertes non-stop, le petit tigre à l'énergie débordante ne dort jamais. On a surnommé la métamorphose de l'île le miracle taïwanais. Taipei en est la preuve vivante. Résolument tournée vers l'avenir, sans jamais renier son passé, elle a accompli un miracle en soi. À Taipei, technologie et tradition font bon ménage, et le culte du travail n'entrave en rien la passion des distractions. Si l'on est fier de sa ville, on n'en est pas moins ouvert au monde. Mais cette ville tentaculaire et foisonnante peut-elle s'enorgueillir d'un emblème à l'instar des plus grandes métropoles? Si tant est que béton et verre puissent matérialiser l'esprit de ses habitants, la réponse nous est donnée en regardant vers le ciel. Oui. Voici Taipei 101, 3,5 fois la hauteur de la grande pyramide de Gizeh, plus de 5 Big Ben superposés. 56 mètres de plus que les célèbres tours Petronas de Kuala Lumpur. Voici, sur un demi-kilomètre, l'immeuble le plus haut du monde. Si la nature a inspiré sa silhouette, son architecture nous vient tout droit du futur. Cet édifice associe la marque d'ancienne tradition nationale aux plus hautes technologies du bâtiment. Des éléments de fabrication étrangers y côtoient le high-tech local. Cette tour est si moderne qu'elle symbolise à merveille la nouvelle Taipei. Si on épelle Taipei, ça donne T pour technologie, A pour art, I pour innovation, P pour population, E pour environnement, I pour identité. Rien n'incarne mieux ce projet que ces 6 mots. Esthétisme, construction et exploitation, les 3 grandes étapes de la tour résument parfaitement la mégapole dont elle est l'emblème. Je crois qu'aujourd'hui, les villes d'Asie essaient toutes de trouver leur identité. Elles cherchent une reconnaissance. Et l'un des moyens d'y arriver est bien entendu d'élever un bâtiment très haut qui leur sert de signature. C.P. Wang est l'architecte de la tour la plus haute du monde. Nous voulions une construction hors du commun,
avec un tempérament très fort qui incarne notre personnalité et celle de la ville. L'idée n'était pas nécessairement d'en faire le plus haut bâtiment du monde, quoiqu'en faisant d'une pierre deux coups, cette caractéristique le rendrait plus particulièrement remarquable. Voilà pourquoi nous avons travaillé en même temps sur un critère de hauteur. Certains édifices deviennent souvent les icônes de leur ville. Big Ben à Londres, la Tour Eiffel à Paris ou l'Opéra de Sydney. Nous espérions qu'à l'image de ces monuments phares, cette tour devienne l'emblème de Taipei et même de Taïwan tout entière. Elle montre en tout cas que les Taïwanais sont capables de réaliser des projets colossaux, à la fois beaux et à l'image de leur tempérament. La silhouette de l'œuvre est inspirée d'une plante du pays, le bambou. Dans notre culture, le bambou est une plante très noble. L'idée de cette graminée a germé dans nos têtes dès les premiers plans. Pour les Chinois, en effet, le bambou est en harmonie avec le vent. Ainsi se comporte Taipei 101. Si elle fut initialement dessinée avec des angles carrés, Wang les a biseautés pour redéfinir sa résistance à l'air. En Chine, le chiffre 8 porte chance. Wang a donc dessiné 8 segments comportant chacun 8 étages. Chaque section symbolise la traditionnelle boîte à trésors appelée Do. Nous espérons que ces détails offriront à ceux qui y travaillent prospérité, bonheur et chance, et qu'ils se sentiront bien en venant y travailler. À chaque angle de chaque segment, Wang a fait placer une tête de dragon. À l'image des gargouilles des cathédrales, elle protège symboliquement l'édifice. L'entretoise soutenant le plafond haut de 41 mètres dans la galerie commerciale de la tour symbolise un autre grand protecteur traditionnel. Cette colossale structure d'acier suggère en effet l'épine dorsale d'un dragon. Au milieu de chaque façade du 27e étage, Wang a fait ajouter l'effigie d'une ancienne pièce chinoise symbolisant chance et fortune. Ainsi, Taipei 101 puise-t-elle dans les racines du passé pour s'élancer vers l'avenir. Pour les gens qui la voient de loin, ce qui surgit devant eux, c'est d'abord l'expression d'une créativité contemporaine. Mais au fur et à mesure qu'on s'en rapproche, ces symboles qui font le lien avec notre passé culturel et qu'on voit apparaître peu à peu ont quelque chose de réconfortant. Pour moi, le point fort de cette esthétique est qu'elle conjugue intimement esprit contemporain et valeurs traditionnelles. Car c'est la tradition qui a guidé Wang depuis les premiers plans à travers la vénérable discipline chinoise du Feng Shui, l'art de mettre en harmonie l'individu avec son environnement. Dans cette région du monde, lorsque nous dessinons les plans d'un édifice important, nous avons coutume de faire appel à un maître Feng Shui. Nous avons conçu cet édifice selon des lois physiques, avant de laisser ce spécialiste corriger nos plans. Le maître Feng Shui a parachevé les plans de la tour, à l'exception d'un détail. Nous avons cette route passant tout contre le bâtiment et qui crée une force chi, un peu néfaste pour lui. Selon la philosophie Do, le chi est la force vitale inhérente à toute chose. Elle contient des énergies positives et négatives. Toutes deux doivent s'équilibrer harmonieusement. Mais cet axe de passage, déséquilibrant l'accord des énergies, on a ajouté au pied de la tour une petite fontaine. Elle est censée annuler l'énergie négative du chi. À l'image de sa ville, Taipei 101 marie tradition et cosmopolitisme. Un soir, alors que nous venions de finir une dure journée de travail, j'ai remarqué la diversité des accents de nos ouvriers parlant l'anglais, qui était notre langue de travail. Tout ça pour vous dire que pour monter notre équipe d'études, nous avons recruté à travers le monde. C'est un peu comme si une petite délégation des Nations Unies avait travaillé sur ce projet. Nous avons fait collaborer des Japonais, des Américains, des Anglais, des Irlandais. De partout sont arrivés des spécialistes avec leur savoir-faire. Depuis, la plupart des spécialistes sont rentrés chez eux. Mais à Taipei, le mariage entre compétences provinciales et internationales se poursuit. Le symbole de la nouvelle Taipei domine la métropole d'une hauteur vertigineuse, comme une affirmation puissante incarnée par le béton, l'acier et le verre.
Pour ne citer que ce dernier matériau, Taipei 101 est recouverte de 24 000 panneaux vitrés. Une surface qu'il faut évidemment nettoyer régulièrement. Un défi de taille qui ne fut pas facile à relever. Pour laver une façade aussi unique, inspirée de la forme du bambou, les meilleurs laveurs de carreaux postés sur les meilleures nacelles du marché ne faisaient pas l'affaire. La solution, à l'image de Taipei, faire appel à des composants internationaux assemblés selon des plans conçus sur place. Résultat, des portiques et nacelles uniques en leur genre. Kevin Chong a conçu l'équipement. Ces nacelles sont plus lourdes que celles qu'on trouve ailleurs. Pesant chacune 21 tonnes, elles ont été prévues pour résister à des vents de plus de 72 km/h et à des tremblements de terre d'une magnitude de 7. La silhouette de la tour a quant à elle posé un autre type de problème, lequel a également nécessité une solution dédiée. La façade de chaque segment forme une légère pyramide inversée, avec un rétrécissement à la base. Pour remédier à cela, les nacelles ont leur propre système d'extension. Elles se déplient horizontalement jusqu'à 3 mètres afin que les ouvriers puissent atteindre les panneaux les plus reculés. Il restait à trouver les volontaires prêts à se laisser suspendre entre ciel et terre. Travailler en haut de Taipei 101, c'est exactement comme travailler en haut d'un immeuble de 10 étages. Toute sa vie, Yung Kai Wang a lavé des carreaux. Dès le début de ma carrière, j'ai rêvé de nettoyer cette tour. Maintenant que je fais partie de la société, je réalise mon rêve tous les jours. Si on m'en offrait l'occasion, je changerais pour une tour encore plus haute. Nous prenons notre service à 4 heures du matin. Nous enfilons notre combinaison, rassemblons le matériel de nettoyage et grimpons dans la nacelle. Tous les jours, avant de rejoindre cette petite plateforme, nous devons vérifier l'équipement pour s'assurer qu'il fonctionne bien. Puis, Yung Kai se laisse pendre à des câbles mesurant 300 mètres, les plus longs du monde. Je n'ai pas peur du vide. Je me sens même à l'aise car notre équipement est très sûr. Tant que nous respectons bien les règles, je n'ai aucune raison de craindre quoi que ce soit. Pour nettoyer ces 24 000 vitres, 15 nacelles et jusqu'à 4 mois de travail sont nécessaires selon les conditions météo. S'il y a trop de vent, on arrête tout. C'est la consigne. C'est un travail sans fin. À peine l'équipe a-t-elle terminé qu'elle recommence. Ce spectacle vertigineux est à l'image de la Taipei d'aujourd'hui. Ces hommes suspendus au ciel auraient autrefois travaillé la terre. Il y a 50 ans, l'agriculture rapportait près d'un tiers du produit intérieur brut du pays. Depuis, ce chiffre a chuté à moins de 2%. Des villes comme Taipei font dorénavant fonctionner toute l'île de Taïwan. Si l'industrie représente un quart de l'économie nationale, le secteur tertiaire compte pour plus des 2 tiers. Peu de grandes métropoles ont autant évolué en aussi peu de temps. En un demi-siècle, l'île est passée du statut de pays en voie de développement à celui de grande puissance mondiale. Taipei a été bâtie sur un ancien lac asséché. Il y a 200 ans, un immigrant chinois défriche une parcelle de terrain pour y construire une ferme, jetant sans le savoir les bases de la mégapole d'aujourd'hui. Au cours de la première moitié du XXe siècle, l'essentiel de sa surface est recouvert d'exploitations agricoles. 1949 marque le début de la métamorphose. En Chine continentale, les communistes s'emparent du pouvoir. 2 millions de personnes fuient vers Taïwan. Beaucoup s'installent à Taipei. Cet afflux, né d'un exode, va faire d'une ville pour ainsi dire anonyme, une métropole internationale. Son nom devient célèbre dans le monde entier. Pourtant, sa transformation économique a commencé dans un endroit que peu d'étrangers connaissent. À 25 km au nord-est de Taipei se trouve Keelung, le port principal de la ville.
fort de ses 48 entrepôts et 57 quais, Geelong a la capacité de ravitailler une mégapole. Nombreuses sont les matières premières utilisées pour la construction de Taipei 101 à être passées par ces docks. De ces bassins est partie une véritable révolution industrielle. Plus de 70% des importations de Taïwan sont des matières premières. Taïwan réachemine vers l'étranger la plupart de ces matières premières transformées sous forme de machines et d'équipements électriques. Avec les années, le port de Geelong a contribué au boom économique de l'île. Aujourd'hui, la zone portuaire gère 6 fois plus de marchandises qu'il y a 30 ans. Geelong a contribué à faire de la Taipei quasi anonyme une métropole majeure. 2 compagnies de navigation maritime locales lui ont ouvert la route. L'une d'elles est la société Evergreen. Lancée à Taipei il y a 40 ans avec un simple cargo âgé de 20 ans, Evergreen possède aujourd'hui plus de 100 porte-containers desservant plus de 240 ports dans 18 pays. C'est de loin la plus grosse compagnie de fret maritime au monde. L'autre grande compagnie maritime a été fondée en 1972 avec pour mission d'acheminer les produits de fabrication taïwanaise à travers le monde. Son nom, la Yang Min Line. Aujourd'hui, ces navires desservent plus de 170 ports dans 73 pays. Si l'Amérique du Nord est le colosse économique mondial incontesté, l'Asie est un géant en plein essor. La compagnie Yang Ming relie les 2 continents grâce à ses 79 porte-containers basés à Geelong. Geelong est notre port d'attache. Quand nous rentrons à terre, nous sommes comme des enfants qui reviendraient instinctivement vers leur mère. S'il est un capitaine qui incarne à merveille cette métamorphose économique à travers ses voyages, c'est bien Chiwe Minwan. Mon premier navire ne pesait que 750 tonnes. Avec l'essor de l'économie taïwanaise, notre compagnie a construit des bateaux de tonnage supérieur. Nous sommes passés à des navires de 3600 tonnes et aujourd'hui, nous naviguons sur des 5500 tonnes. Récemment, nous avons lancé un porte-container de 8000 tonnes, preuve que notre économie fait des progrès. Un monstre justement baptisé Succès. Nous acheminons les meilleures marchandises qui existent, en reliant les hommes d'un point à un autre du globe. Nous desservons Hong Kong, Tianjin, Busan, en Corée, Los Angeles, Auckland, en transportant des produits high-tech depuis Taïwan vers les États-Unis. Au retour, nous ramenons aux Taïwanais nos 303 containers remplis des meilleurs fruits et légumes américains. Aujourd'hui, nous venons de décharger plus de 200 containers dans le port de Jinglang. Si à Geelong, la marchandise transite plus rapidement qu'ailleurs, on le doit une fois de plus à l'ingéniosité des Taipésiens. Nous avons complètement remplacé nos cargos par des porte-containers. Les cargos sont toujours utilisés dans les pays en voie de développement, mais les pays qui disposent d'une technologie avancée utilisent des porte-containers. Ça va très vite de les décharger. La destination de chaque conteneur est planifiée. À peine sommes-nous arrivés à quai que les dockers déchargent et rechargent. C'est pratique et efficace et ça permet de gagner du temps. Non seulement Chiwe transporte plus de marchandises qu'auparavant, mais celles-ci sont de meilleure qualité. Car l'époque du Made in Taïwan, synonyme de produits bas de gamme, est aujourd'hui bel et bien révolue. Il y a 20 ans environ, j'ai commencé à travailler comme second pour la société Yang Ming. Notre marchandise se limitait aux vêtements, télévisions et appareils ménagers. Aujourd'hui, grâce au développement de la technologie taïwanaise, nous transportons surtout des produits high-tech à forte valeur ajoutée. Et ce, vers des destinations parmi les plus industrialisées du globe. Hong Kong, le Japon et les États-Unis. Taipei est actuellement l'un des plus gros fabricants de matériel et composants électroniques. Parmi eux, les meilleurs semi-conducteurs du monde.
Les semi-conducteurs sont le cerveau de presque tous les appareils électroniques. Téléphones cellulaires, ordinateurs, téléviseurs plasma et LCD. Aucun de ces produits de consommation courante ne pourrait fonctionner sans semi-conducteurs. Tous les jours, il y a de fortes chances que nous utilisions des éléments conçus et fabriqués à Taipei. Si toutes les sociétés de Taipei fabriquant des semi-conducteurs fermaient en même temps, c'est toute l'industrie des technologies de l'information qui serait immobilisée. Enseignant à l'Université nationale de Taïwan, le professeur Liang Ji-chen est l'un des précurseurs en matière de semi-conducteurs. J'ai intégré l'université en 1975, un an après que Taïwan a commencé à fabriquer des semi-conducteurs. J'ai participé au développement de cette industrie sur l'île. À l'origine de ce gigantesque boom, un petit déjeuner de travail pris par les principaux planificateurs de l'économie du pays dans un restaurant de Taipei. Il y a 30 ans, les principales ressources de Taïwan provenaient de son agriculture et de son artisanat. La plupart des familles comme la mienne étaient très pauvres. Le gouvernement a donc voulu que Taïwan progresse dans les produits à forte valeur ajoutée et accroisse ses possibilités de revenus. Pour ça, il fallait trouver une nouvelle industrie à développer. Après plusieurs réunions de travail, on a décidé de se mettre à la production de semi-conducteurs. Taipei se révèle être le berceau idéal pour cette industrie. Toute notre génération a été formée pour produire les choses exactement selon le cahier des charges fourni, avec un impératif de qualité nécessaire à ce type d'industrie. Quand elle a démarré, tout ce qu'on recherchait, c'était la capacité à produire de bons transistors. Le gouvernement a choisi une industrie très porteuse dans laquelle toute une génération s'est mise à exceller. La puce, de la taille d'un ongle, représente un véritable microcosme de la mégapole. La culture de notre ville de Taipei présente de nombreuses similitudes avec celle de l'industrie des semi-conducteurs. D'abord, nous savons que l'industrie des semi-conducteurs évolue rapidement. C'est aussi le cas pour la ville de Taipei. Ensuite, les semi-conducteurs ont énormément de fonctions possibles. Taipei intègre elle aussi des cultures très différentes les unes des autres. Taipei a été gouvernée par plusieurs pays et a traversé de dures épreuves. La diversité de ces cultures a aidé l'industrie à trouver de multiples applications pour un même produit. Au fur et à mesure que sa technologie se perfectionne, non seulement Taipei gagne en rapidité, mais elle fait un prodigieux bond en avant. La technologie de l'industrie des semi-conducteurs continue de se développer. La puce que je tiens là date de quelques dizaines d'années. Depuis, nous sommes entrés dans l'ère des nanotechnologies. Taipei est l'endroit idéal pour créer des produits high-tech évoluant très rapidement. Car la ville est accro à la vitesse. Si Venise est réputée pour ses gondoles, New York pour ses taxis jaunes, ici on se déplace en scooter. Tandis que d'autres métropoles savourent l'instant présent, Taipei court frénétiquement vers l'avenir. À Taïwan, on dénombre 10 millions de scooters, soit 1 pour 2,3 insulaires. En vous promenant dans Taipei, vous constaterez que les gens marchent très vite. Beaucoup se déplacent en moto, ça leur permet de gagner du temps. Ça fait partie de leur culture. Les gens réagissent vite aux choses. Et ça se ressent dans notre façon d'appréhender le marché et dans l'évolution de notre créativité. Ici, les jeunes changent de téléphone portable tous les 3 ou 4 mois. C'est ce que j'appelle une réaction rapide. Taipei ne cesse de hisser son industrie à un niveau supérieur. En retour, le cycle de vie rapide des produits issus de l'industrie du semi-conducteur stimule Taipei pour progresser encore plus rapidement. Par conséquent, d'un point de vue historique, on pourrait appeler Taipei la grande ville de l'industrie du semi-conducteur, puisque c'est sa culture même qui lui a inspiré cette industrie, laquelle aura un impact sur la ville en elle-même. Un impact qu'elle a déjà. Taipei est la première ville au monde communiquant complètement grâce au sans-fil. Elle possède notamment le plus vaste réseau Wi-Fi de toutes les grandes villes internationales.
Sans la transformation de Taipei et son dévouement au dieu high-tech, l'emblème de la nouvelle métropole n'aurait jamais surgi du sol. Les infrastructures de Taipei 101 sont si complexes qu'il serait impossible d'en confier la gestion à la seule intelligence humaine. Nous devons recourir aux ordinateurs, lesquels doivent pouvoir calculer extrêmement rapidement. Et les semi-conducteurs fournissent cette vitesse de calcul élevée. Revoici nos semi-conducteurs gérant cette fois les éléments vitaux du gratte-ciel. Les ascenseurs les plus rapides du monde. Taipei 101 est si haute qu'on y organise annuellement un marathon jusqu'à sa plateforme d'observation. 390 mètres d'ascension, 2046 marches. Record à battre, 10 minutes et 29 secondes. Qui dit mieux ? Ces engins. Voici des ascenseurs uniques en leur genre qui ont permis l'exploitation des gratte-ciel. Mais avec un paradoxe. Plus on construit, plus on manque d'espace. Solution, raisonner méthodiquement et ingénieusement. Pour réduire les temps de transport tout en augmentant les capacités, les ingénieurs ont divisé l'édifice en 3 zones et 2 points de transfert. Taipei 101 compte pas moins de 67 ascenseurs. Pour augmenter la charge des passagers, 34 sont à 2 étages. 2 autres cabines ont une course parcourant toute la hauteur du bâtiment. Ce sont les ascenseurs les plus rapides du monde. Ils voyagent à 60 km/h, reliant le rez-de-chaussée au sommet en 43 secondes. La poussée subie à la montée est identique à celle d'un avion au décollage. Leur forme est aérodynamique pour faciliter la pénétration dans l'air. Pour empêcher les ruptures de tympan, ils bénéficient d'une innovation unique, des cabines pressurisées. Des joints qui se gonflent scellent hermétiquement les ouvertures. Sur les parois, un système de prise d'air aspirante et soufflante régule la pression interne. Ainsi, le voyage se fait tout en douceur. Si ces ascenseurs sont les plus modernes de la planète, c'est aussi pour répondre aux besoins d'un trafic dense et complexe. Plus de 10 000 employés travailleront bientôt ici. Imaginez la population d'une agglomération casée dans un seul bâtiment. La clé de leur fluidité, répondre instantanément à leurs besoins de déplacement. Au point de transfert, les usagers prennent une correspondance identique à celle du métro. Les gens arrivent ici et marchent jusqu'à l'autre zone. Aux heures de pointe, le trafic s'en trouve soulagé. Pin Chang-Chie est ingénieur en chef des ascenseurs de Taipei 101. Pour les besoins techniques de son métier, il quitte parfois le confort des cabines. Je sens l'air que je traverse, ça fait du bien. Et l'on n'est qu'à 29 km/h, la vitesse de croisière moyenne utilisée dans la tour. Il n'y a que depuis ce poste d'observation précaire qu'on apprécie pleinement les secrets de la bête. Sur les côtés, vous avez des roues de guidage. Elles ont été conçues pour absorber les vibrations pendant la course, de sorte que la cabine reste stable. C'est ce qui fait que les passagers ne ressentent aucun soubresaut. Autre secret d'une telle fluidité. Vous voyez ici les câbles d'acier utilisés pour faire monter et descendre les cabines. Les câbles se déroulent et s'enroulent à très grande vitesse. Les bagues en caoutchouc qui sont là sont uniques en leur genre. Elles servent à stabiliser les câbles entre eux. Le trajet est tout aussi fluide que sûr. Taipei 101 a été construite dans une zone de séisme. Mais tout a été prévu pour qu'un tremblement de terre survenant pendant un déplacement ne bloque personne à l'intérieur. Chaque cage est équipée d'une série de capteurs sismiques. Au moindre tressaillement détecté, l'ascenseur s'arrête à l'étage le plus proche et les portes s'ouvrent. Dans le ciel de sa capitale, Taipei 101 se dresse aussi solitaire qu'audacieuse. Elle est à ce jour le seul super gratte-ciel construit sur une faille géologique active. Aussi, sa pérennité repose-t-elle sur une double sécurité, l'ingéniosité de ses constructeurs et l'œil de ses gardiens.
Kai Wen Kuo est directeur du département de sismologie à l'Office national de météorologie. Les responsabilités de son personnel sont vitales pour toute la ville. Au département national de sismologie, nous travaillons 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à surveiller de près les secousses sismiques. Lorsqu'un tremblement de terre survient, nous alertons immédiatement la population du niveau de risque. Nous sommes très fiers de notre métier. Ce qui s'est passé le 6 mars de l'année dernière m'a beaucoup touché. L'un de mes collègues devait se marier ce jour-là à midi, mais à cause d'une secousse survenue à 3 heures du matin, il a aussitôt pris son poste. Taipei est sous la surveillance de la plus vaste batterie d'équipements de détection qui puisse exister. Plus de 150 stations de contrôle scrutent en permanence les déformations de la surface terrestre et les déplacements de masses d'eau sous-marine, signe d'un tremblement de terre imminent. Près de 800 capteurs mesurent la force de la secousse, sa vitesse et déterminent son épicentre. Toutes ces données sont transmises au poste de commande de Kai Wen. Si ces chiffres restent incompréhensibles pour les profanes que nous sommes, ils permettent de sauver des vies. Les données nous arrivent en temps réel sur l'écran. Quand un tremblement de terre survient, le système se met en route automatiquement. Dans les 3 minutes, nous avertissons la population par téléphone, par fax et par Internet. Plus l'office réagit vite, plus la ville se protège. 102 secondes ont suffi pour lancer l'alerte lors du tremblement de terre de 1999. Aujourd'hui, nous sommes capables de réagir en 45 secondes. D'ici à 2009, nous espérons descendre à 30 secondes. Mais l'Office fait davantage que détecter les secousses. Il contribue à en limiter les effets. Pour ça, il a fait installer des capteurs sur chaque immeuble et chaque pont de Taipei. Notre observation du relief et des structures nous permet de faire mettre à jour les normes de construction, de sorte que les bâtiments soient sans cesse plus résistants. En règle générale, plus l'édifice est haut, plus il est secoué violemment. Mais Taipei 101 déroge à cette règle. La tour a été bâtie comme une tige de bambou. Elle est à la fois rigide et flexible. D'immenses colonnes de béton armé s'élèvent des fondations jusqu'au 62e étage. Du 62e au 101e étage, Taipei 101 redevient un gratte-ciel traditionnel à structure d'acier. Pourtant, l'édifice bénéficie d'un autre atout assurant sa stabilité. Le corps de la tour se divise en modules de 8 étages chacun. Chaque segment absorbe indépendamment les secousses et supporte les rafales de vent sans reporter les contraintes sur les autres. Pour redistribuer les charges encore plus équitablement, des fermes carrées horizontales ont été placées à intervalles réguliers. Toute la tour a été conçue pour encaisser les colères de la nature. Des colères parfois terribles. Taipei 101 a vécu son premier grand tremblement de terre alors qu'elle était en pleine construction. Sa structure a accepté sans broncher. Mais si l'édifice s'élance audacieusement comme un défi aux forces des éléments, il demeure avant tout un hommage gracieux au génie local. Le propriétaire et l'architecte avaient fait le choix commun de bâtir la plus haute tour du monde. L'architecte ayant pris sa décision, ils ont demandé à notre société de collaborer au projet. Shou Xie est l'ingénieur qui a conçu Taipei 101. Édifier la plus haute tour du monde fut pour lui l'accomplissement d'un rêve, ainsi qu'un défi colossal. L'architecte nous a demandé s'il était possible de monter aussi haut à Taipei. Les plans de la mégastructure prévoyaient une résistance exceptionnelle aux tremblements de terre et aux typhons. L'inconvénient, c'est que les fermes horizontales et les piliers de soutènement prenaient trop d'espace. Car chaque colonne mesure effectivement 2,50 m par 3, presque la taille d'une petite pièce. Il a donc fallu compenser cette perte d'espace en rajoutant des étages.
Pour pouvoir supporter sa hauteur extrême, l'édifice a été bâti sur ce qu'on appelle une mégastructure. Comme le corps de la tour est plutôt effilé, les colonnes et les fermes horizontales sont là pour l'équilibrer et renforcer sa stabilité. C'est comme lorsque nous faisons du ski. Nos bâtons agissent à la manière de piliers, tandis que nos bras font office de ferme horizontale. Nous gardons l'équilibre grâce à l'action combinée des deux. Taipei 101 doit aussi son aplomb à d'autres particularités. Le sous-sol sur lequel elle a été bâtie est composé d'argile tendre. Pour un gratte-ciel, il y a certes plus solide comme fondation. Pendant une secousse tellurique, le mouvement de la nappe phréatique aurait en effet de quoi ébranler gravement l'édifice. Mais Taipei 101 repose sur un socle de béton armé de plus de 3 mètres d'épaisseur. Cette dalle compacte transfère le poids du bâtiment, ainsi que les contraintes exercées par les secousses et les rafales de vent aux 380 piles placées au-dessous. Ces piles de béton armé plongent à travers l'argile tendre pour s'ancrer à 80 mètres de profondeur dans le lit rocheux. Même si le niveau de la nappe phréatique monte ou si l'édifice est frappé par de violentes secousses ou par un typhon, toute sa structure reste parfaitement stable. Taipei 101 défie non seulement les humeurs souterraines, mais aussi une tempête asiatique pluriannuelle, le typhon. Comme la tour, la ville tout entière est sous l'œil vigilant de l'Office national de la météorologie. Daniel Wu y occupe la fonction de météorologue en chef. Vous voyez ici le typhon Saomai. Cette tempête s'apprête à frapper le nord de Taïwan avant de toucher la Chine continentale. Tous les ans, à peu près 3 à 4 typhons comme celui-ci s'abattent sur notre île. Mais pourvu que vous disposiez de prévisions météo fiables et d'un système de prévention dédié, vous pouvez limiter de 20% les pertes économiques dues à de tels passages. Voilà pourquoi à l'Office de météorologie, nous sommes si prudents. Le défi que doit relever Daniel, localiser avec précision l'endroit où le typhon touchera terre. Le tracé prévu par nos ordinateurs est capital, puisqu'il nous donne une vision des choses avec 3 à 4 jours d'avance. Malgré tout, leurs données sont loin d'être parfaites, et nous devons suivre la tempête de très près. Pour ça, Daniel dispose d'une multitude d'outils. Stations au sol, avions et satellites météo. Les radars Doppler peuvent traquer un typhon jusqu'à 230 km de distance en détectant son œil et en analysant sa force. Tout doucement, nous améliorons nos moyens de prévision en espérant qu'ils soient aussi fiables et précis que possible pour pouvoir assurer la sécurité de la population. Je crois que nous sommes arrivés au même niveau de précision que nos confrères américains et japonais. Pour dire les choses très honnêtement, nos prévisions sont même parmi les plus fiables au monde. Malgré tout, nous restons tributaires d'une marge d'erreur d'environ 24 heures sur une circonférence de 100 km. Voilà pourquoi il est essentiel d'être prêt pour les pires scénarios. L'est de l'île de Taïwan ne conviendrait pas à l'implantation d'industries de la haute technologie. Nous avons placé ces usines majoritairement à l'ouest de nos montagnes parce que celles-ci font davantage barrage au vent des typhons. Car comme la capitale de Taïwan, Taipei 101 bénéficie de la protection d'une zone montagneuse. Mais la tour cache entre ses murs un autre outil protecteur. Suspendu sur une hauteur de 4 étages, un contrepoids géant en forme de boule absorbe les oscillations. Composé de 41 plaques d'acier massif superposées, ce gigantesque balancier pèse 660 tonnes. C'est le poids de plus de 3 Boeing 747. Pendu par des câbles d'acier depuis le 92e étage, il agit comme un pendule pour compenser les rafales des typhons. De gigantesques pistons hydrauliques répartissent la contrainte de ces contre-oscillations. Chaque fois que l'édifice bouge, le contrepoids réagit en direction opposée, agissant comme une force compensatoire à celle des vents.
Les pistons, auxquels il est solidarisé, l'empêchent de balancer excessivement. Une fois de plus, le génie taïwanais l'emporte sur une tempête asiatique, frappant ponctuellement le pays. Ce contrepoids absorbe au moins un tiers de l'oscillation provoquée par les vents et permet de maintenir une stabilité confortable. L'ingénieur Tong Utsai a dessiné et conçu le balancier. Ce pendule, dont la masse est accordée à la structure de l'édifice, fonctionne en permanence. Peu importe qu'au dehors il y ait un typhon, un tremblement de terre ou des vents déchaînés, il agit tout le temps. J'ai pu observer son comportement l'année dernière lorsqu'un violent typhon a frappé Taïwan et je l'ai vu bouger. Un sismographe enregistre chaque oscillation de la tour, preuve du mouvement bien vivant de ces 700 000 tonnes de béton et d'acier. En fait, ce contrepoids bouge sans arrêt, mais son balancement est si discret qu'on le remarque à peine. Il est possible de le voir en action. C'est d'ailleurs le seul balancier au monde visible par le public. L'architecte voulait que le public puisse voir ce colosse. Alors, pour pouvoir l'exhiber comme une œuvre d'art, on lui a donné cet écrin et cette couleur. En tant qu'architecte, je me suis dit pourquoi ne pas le montrer aux gens? Pourquoi faudrait-il le dissimuler dans un local technique? Et voilà comment cette énorme boule est née. Depuis, c'est devenu la star de notre plateforme d'observation. Tout le monde l'adore. Pour les habitants de Taipei, la couleur dorée est symbole de chance. Et de la chance, la tour en a. Taipei 101 est devenue si célèbre qu'elle attire des foules considérables, touristes, employés, ainsi que des milliers de clients venus y faire du shopping. La tour 101 compte 101 étages au-dessus du rez-de-chaussée et 6 étages de centre commercial en sous-sol. Jeff Chu connaît le bâtiment mieux que personne. En tant que directeur de l'édifice, il veille à ce que cette machine complexe fonctionne sans à-coups. Nous accueillons chaque jour environ 12 000 visiteurs, parmi lesquels les clients et employés de la tour. Le résultat, une ville à l'intérieur de la tour, mais avec tous les besoins d'une agglomération. L'édifice consomme autant d'électricité qu'un département de Taïwan. Nous dépensons chaque année environ 72 millions de kilowatts, ce qui est énorme. Si l'alimentation électrique est le maillon faible de tous les gratte-ciel, celui-ci échappe à la règle grâce à la gestion méticuleuse d'un planning à long terme. La compagnie électrique de Taïwan achemine l'électricité à la tour 101 à travers 2 lignes électriques totalement indépendantes. Si l'une ou l'autre, ou bien si les deux venaient à subir une panne, nous disposons d'un générateur de secours. Taipei 101 dispose d'une telle réserve de courant qu'elle n'a pas à craindre une panne de son fournisseur. À l'inverse de la ville de Taipei. Ces 2 dernières décennies, la consommation électrique de la mégapole a augmenté d'environ 7,5% par an. Afin de satisfaire la demande, l'île en est arrivée à importer 97% de son énergie. Si Taipei veut pouvoir proclamer son indépendance énergétique, elle a besoin à son tour d'une mégastructure. À 50 km de Taipei, on s'active à construire le futur cordon ombilical de la ville. Un chantier de plus de 48 milliards d'euros qui aidera Taïwan à s'affranchir de l'énergie étrangère. Voici les prémices de la centrale électrique nucléaire de Lungmen, symbole concret de l'esprit de Taipei. Innover pour réussir. Une fois terminée, l'usine contribuera à assurer les besoins en électricité de la capitale. Il y a un demi-siècle, Taipei s'est lancée dans une course effrénée à la croissance. Depuis, elle continue de se développer. Touristes et Taïwanais ne cessent d'être attirés vers cette ville phare parmi les plus vivantes du monde. Au-delà de la simple capitale politique de Taïwan,
Elle est le cœur même de son système éducatif, de ses affaires et de sa culture. Cette métropole d'envergure internationale a un besoin fondamental d'énergie électrique. Taipei a une population de plus de 2 millions d'habitants. Elle utilise énormément d'appareils électriques, en particulier des climatiseurs dans les bureaux et les hôpitaux. Hui Tzu-chen est le maître d'œuvre de Lungmen, le plus gros chantier de centrale électrique de l'histoire de Taïwan. Surélevé sur un plateau pour minimiser les risques d'inondation, Lungmen sera la centrale des superlatifs. Elle accueillera 2 réacteurs de 1350 MW. De conception récente, ils répondent à la technologie sophistiquée dite des réacteurs à eau bouillante. 205 crayons combustibles d'uranium sont insérés dans le cœur, un conteneur étanche appelé vaisseau de pression. L'énergie thermique libérée par la fission nucléaire fait bouillir l'eau, libérant de la vapeur. Celle-ci est évacuée par des tuyaux hermétiques vers une turbine où elle génère de l'énergie. À la différence des réacteurs nucléaires traditionnels, la plupart des pompes et tuyaux sont enfermés à l'intérieur du vaisseau de pression, empêchant ainsi tout risque de fuite de l'eau radioactive. Les risques d'accident sont d'autant moins probables que ces réacteurs sont entièrement automatisés. Par-dessus tout, ce système est pratiquement 100 fois plus sûr que celui des centrales nucléaires classiques. Toute l'infrastructure bénéficiera de 3 systèmes de sécurité de secours afin de s'assurer une alimentation stable en eau de refroidissement et électricité. Ce chapeau blanc est le couvercle du réacteur nucléaire, constituant le cœur de la centrale. C'est la première fois que le site de Lungmen autorise une équipe à filmer le chantier. C'est à cet endroit même que les ingénieurs exploiteront la puissance de l'atome. Ici, nous sommes sous le fond du cœur du réacteur. Au-dessus de nos têtes sont implantés les nombreux moteurs de contrôle. Pour l'instant, rien ne nous empêche d'être dans cette pièce. Mais une fois que les 205 rayons combustibles auront été insérés, ce sera interdit parce que l'endroit sera hautement radioactif. Les travaux achevés, cette seule centrale fournira plus de 6% des besoins en électricité de Taïwan. Des mégawatts qui alimenteront la mégapole et sa mégastructure emblématique. Avant, il y avait ici des terres cultivées. Nous avons racheté l'endroit et nous sommes partis de rien. Nous avons vu la centrale s'élever une couche après l'autre. C'est comme voir un enfant grandir. C'est une entreprise ardue, il n'y a aucun doute là-dessus. Mais quel bonheur que d'y participer. Toute son enfance, Chen aura vu un autre enfant grandir avec lui, Taipei. D'une agglomération juvénile et inexpérimentée, elle est devenue une mégapole sophistiquée. Une grande ville capable de tutoyer les nuages sans jamais perdre son aplomb. Sur chaque segment de Taipei 101 apparaît un symbole en forme de nuage appelé rouillis. Il incarne la prospérité et la chance. Au sommet de la tour, tous les nuages semblent s'écarter à l'approche de sa flèche. Voir cette merveille se dresser bien au-dessus de tous les autres sommets de la ville prouve en soi que nous avons d'ores et déjà atteint un certain statut dans notre développement économique et social et que nous visons des objectifs supérieurs, car nous allons poursuivre nos efforts de croissance. Aujourd'hui, quand je décolle en avion et que je vois cet édifice dont nous avons fait notre emblème, j'en suis très heureux. Quels que soient les bouleversements à venir à Taipei, une constante demeure. Rien ne vaut son bon vieux chez-soi. Mes parents vivent à Taipei. Je suis toujours heureux de dîner avec eux quand je rentre à terre. C'est un authentique bonheur que je n'échangerai pour rien au monde. Car pour le petit tigre, l'avenir est cousu de fil d'or.